Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission 100% didactique, lecture et culture. Nous sommes encore là, cette fois-ci encore avec tout ce que vous savez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous adorez dans cette émission, c'est-à-dire un conte, c'est-à-dire aussi la culture générale, avec des informations par rapport aux jeux concours passés, et enfin la découverte d'une œuvre littéraire. Voilà, nous vous remercions toujours pour votre fidélité à cette émission, pour vos retours, pour votre participation massive des quatre coins du Burkina Faso. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci beaucoup de nous suivre. Alors nous partons maintenant à la rubrique Conte juste après ce jingle. Merci. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons lire un conte qui a été écrit par une personne qui a résidé au Burkina Faso, qui a eu à travailler au Burkina Faso pendant un certain temps. C'est tiré d'un ouvrage titré Les petits contes des savanes du Burkina Faso. C'est un ouvrage écrit par Bernard Germain Lacombe, voilà, dans les éditions L'Harmattan. Alors, ce conte que nous allons lire aujourd'hui est véritablement atypique, c'est un conte de chez nous, et c'est un conte qui est très très instructif. Alors je vous laisse le découvrir avec moi. Le titre de ce conte c'est La vieille de la termitière. Nous lisons. Wémien était un grand champ de sorgho fort éloigné de sa maison. Il avait ouvert ce champ en pleine forêt et le sol y était très riche. Il avait respecté les grands arbres à fruits, nérés et karité, baobab et tamarinier. Au centre du champ se trouvait un grand karité près d'une énorme termitière, presque aussi grande que lui. Vers la saison où les épis mûrissent, qui est aussi le moment où les oiseaux viennent piller les récoltes des hommes, Wémien décida donc d'envoyer son fils Yezuma pour garder le champ et le protéger des oiseaux. Le premier jour où Yezuma alla au champ, il prit son lance-pierre ainsi que la calebasse de taux que sa mère lui avait préparée pour son repas. Il devait partir avant le jour et ne rentrer que jusqu'à la nuit, après que les oiseaux se seraient couchés. Wémien recommanda à son fils l'excellent poste d'observation et de tir de la termitière, ce que comprit bien Yezuma. La matinée se passait sans problème. Et alors que le soleil était haut, le jeune garçon décida de manger. Il descendit de sa termitière et ouvrit le foulard qui entourait la calebasse. Il se lava la main et se prépara à manger. C'est à ce moment-là qu'une vieille horrible, avec des cheveux longs en désordre et une bouche édentée, sortit de la termitière. Yezuma n'osait bouger. Il était terrorisé. La vieille prit le taux, avala le tout et repartit dans son antre. Quand le garçon put enfin bouger, il s'enfuit. Mais il erra encore avant la nuit sans oser retourner ni au champ, ni chez lui. Enfin, il se décida à rentrer et à se coucher. Il était toujours sous le coup de sa frayeur et ne put répondre aux appels de sa mère qui, lui ayant fait chauffer l'eau du bain, lui disait de venir se laver. Le lendemain, il dut repartir, c'est-à-dire Yezuma, il dut repartir. Il se sentait mieux et il ne se mit pas sous le grand karité, mais au bord du champ. Pourtant, quand il se prépara à manger, il vit la vieille venir vers lui en claudiquant. Claudiquer, ça veut dire boiter. En plus, elle boite, se dit le garçonnet. Elle prit le foulard qui contenait la calebasse, l'ouvrit et mangea le taux qu'avait préparé la maman. Le gamin terrorisé ne bougea pas. Le soir, fatigué, Yezuma rentra chez lui.
il n'avait pu rester en place. Il avait faim. Et ce que sa maman lui avait réservé, il le dévora d'un trait. Il ne voulut pas se doucher. Il ne voulut pas se doucher et alla se coucher. Il sentit qu'une main rude le réveillait. C'était son père qui lui demanda: « Que se passe-t-il, mon fils? Hier, aujourd'hui, tu ne te laves plus. Qu'est-ce qui se passe en brousse? » Et Yezuma raconta finalement son histoire. Le père décida qu'il irait le lendemain garder son sorgho. Le lendemain, Wemian, le père de Yezuma, alla donc sous le karité au centre de son champ de sorgho et attendit que le soleil soit haut, puis ouvrit le foulard contenant la calebasse de tau. C'est alors que la vieille sortit. Le père eut aussi peur que le fils, mais comme il était prévenu, il ne resta pas sur place de terreur et jeta des pierres sur la vieille. Les pierres lui revinrent et le blessèrent. Il détala tout de suite une fuite extrêmement impolie, car il ne demanda pas la route. Demander la route, c'est dans la culture africaine, c'est un acte de politesse. Quand tu veux partir, tu dis, bon, je voudrais partir. Tu manifestes l'intention de partir et on t'accorde maintenant l'autorisation, la permission de t'en aller avant que tu le fasses. Mais est-ce que c'était possible de le faire dans une telle circonstance, devant une sorcière? Alors, Wemian, le père de Yezuma, partit de son champ comme une flèche. Il rentra à la maison et raconta ce qu'il avait vu à sa femme qui répondit: « Bien, demain, c'est moi qui irai garder notre sorgho. » Le ton de sa voix était si décidé que Wemian ne répondit rien et ne tenta pas de l'en dissuader. Comme son mari avait fait tous les sacrifices aux djinns de la brousse et que ceux-ci avaient agréé ses offrandes en l'autorisant de cultiver ce champ, se dit l'épouse de Wemian, cette vieille sorcière était certainement quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être là. Elle avait pris la maison des termites qu'elle squattait. Squatter, c'est rester momentanément quelque part pour passer la nuit ou passer quelque temps. Ça peut être une semaine, 1 mois, 2 mois, mais c'est un habitat temporaire. Là où on squatte, c'est un habitat temporaire. Donc, elle avait pris la maison des termites qu'elle squattait et maintenant elle voulait prendre leur repas et ensuite s'approprier le sorgho et tous les 3 mouriraient de faim. Il fallait agir avant que la famine ne les saisisse tous les 3. La femme de Wemian rassembla tous les fils qui étaient à la maison, coton, grains de cheval, de queue de bœuf, etc. Tous ces grains lui servaient pour coiffer ses voisines, car elle était très habile et estimée pour cela des autres femmes du village. Elle coiffait très bien. Elle demanda aussi à son mari de lui confier toutes les cordes qu'il avait tressées, ce qu'il fit sans demander pourquoi. Quand on a fui comme il avait détalé, on est mal placé pour être curieux. Avant de se lever, elle recommanda à son mari de venir la rejoindre avec Yezuma à la termitière, quand le soleil sera au zénith, pas avant, précisa-t-elle. Le lendemain, avec la calebasse de tau, dans son mouchoir de tête, les crins et les cordes, la femme de Wemian partit et rejoignit la termitière. Au point du jour, elle était là. Elle posa sa calebasse au pied de l'arbre et passa les cordes autour de l'arbre. Elle trompa la tente en chassant les oiseaux qui venaient sur les tiges de sorgho. Elle a fait semblant d'attendre, elle a fait semblant de ne pas être là pour la vieille en chassant les oiseaux qui étaient en train de se balader
au niveau des tiges de sorgho. Alors, quand le soleil fut au zénith, la vieille sorcière sortit de la termitière et s'approcha. Et elle dit, « J'ai faim, je veux manger. » C'est là que la femme de Wémia répondit, « Oui, tu mangeras, mais pas avant d'avoir été coiffée. Tu as les cheveux si désordonnés. » La vieille sorcière alors esquissa de la tête et s'assit près d'elle pour se faire coiffer. La femme de Wémia commença alors les tresses et fila les cheveux de la vieille sorcière avec toutes les cordes qu'elle avait apportées sur le champ. Au bout d'un moment, la tête de la sorcière était tellement rattachée à tellement de cordes, tellement de fils, qu'elle avait du mal à se lever. Et ainsi, Wémia, Yezuma et sa mère se mirent tous à trois pour assommèrent cette sorcière. En l'assommant si fort que sa tête se détacha du reste de son corps. Alors, ils ramassèrent ces morceaux et partirent la remettre dans la termitière qui servit désormais de tombeau pour elle. C'est ainsi que Wémia, Yezuma et sa mère se débarrassèrent de cette sorcière qui ne les dérangea plus. Ils eurent alors la quiétude dans leur champ et purent le cultiver avec allégresse. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, ceci est le conte que nous avions pour vous. C'est un conte tiré du livre Petit conte des savanes du Burkina Faso par Bernard Germain Lacombe. Alors, nous espérons que ce conte vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des impressions par rapport à ce conte. Comment l'avez-vous trouvé? Quel est le conseil que vous avez pu tirer de ce conte? Moi, ce que en tout cas j'ai retenu, c'est que l'union fait la force. Il faut travailler ensemble, il faut travailler en équipe et il faut que chacun y mette du sien pour qu'on puisse arriver à résoudre nos problèmes mutuels et avancer dans la vie. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Nous allons dès maintenant passer à la rubrique Culture Générale, juste après ce slam. Restez câblés. Merci. Sayyidina Muhammad Rasulullah sebele Kelemaninde Kelemaninde Sini malute Kelemaninde. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers. Ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 1000 poèmes écrits et apposés sur tous les murs de la cité. L'impressionnant est que chaque texte peint quelqu'un, un homme ou une femme. Chaque mot est une misère, chaque vers exprime douleur. C'est la vie cachée de la cité qui est transcrite en 1000 poèmes. Mais tous nient, personne ne veut admettre que sa vie soit transcrite dans un poème qui n'enchante ni ne glorifie. Il leur fallait donc un bouc émissaire, non pas un mais plusieurs. Ils ont donc traqué, traîné tous les poètes de la ville chez le roi Salam. Les poètes tremblaient de leurs âmes, la peur leur montait aux yeux jusqu'aux larmes. Leur mort les paraît certaine au regard du roi Salam.
Mogolu kujo yorofa Dugudenu kujo yorofa Dunya yere yetumam keledi anga sabali Joneli naraya Kana kuma dunya fa Mohamana sadumi ka dunya bana Anu kanyuma ke dwe sangani kurinye Galoma na buri nyama abenya yedonola Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Libérez ces poètes qui ont oublié les rôles dans la cité. Je suis le seul responsable, le coupable des 1000 poèmes apposés sur vos murs. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, Ismaïl, tu détestes l'Occident, pourtant tu lui tends la main pour avoir de quoi te mettre sous la dent. Tu l'accuses de tes crimes, cependant il n'est jamais présent lorsque tu tues tes semblables. Tu dis que c'est lui qui te vend les armes, mais est-ce qu'il t'apprend aussi comment ôter des armes? Et toi, Isa, tu accuses Dieu dans tes défaites, mais lorsque tu gagnes, tu glorifies ton intellect. Et toi, le religieux, c'est au nom de Dieu que tu gagnes ton argent et c'est dans ton quartier que meurent de faim des enfants. C'est cette hypocrisie que vous voulez taire que j'ai réveillée. Ma plume n'a épargné personne de ces hommes qui violent jusqu'aux femmes qui attendent leurs droits de l'homme. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Et toi, Bachir, tu détestes le roi, pourtant à sa présence c'est ton sourire que l'on voit. Tu veux sa place pour apporter un changement, mais que fais-tu en attendant? Et toi, le roi Salam, comment peux-tu dormir la nuit alors que la moitié de ton territoire est entre les mains de tes ennemis? Et toi, Israël, tu nous chantes l'indépendance monétaire, alors aie la crème de Touré, meurs pour tes idéaux comme Olympio. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, jeune homme, de quelle place parles-tu? À 30 ans, tu n'es impliqué dans aucune gestion de l'avenir. Toi, femme d'ici, de quelle liberté parles-tu? Et vous, vous autres, comment pouvez-vous voter pour un proche qui n'a ni vision ni programme? Comment pouvez-vous faire des enfants sous prétexte que Dieu les nourrit à vos places? Comment pouvez-vous mettre vos économies en pèlerinage pour après vous cacher pour pécher? Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve, peu m'importe. À présent, j'attends la sentence. Dieu. Alors, nous remercions le slammer du Niger, Jonel, pour cet excellent slam. Un slam très, très instructif, très engagé et certainement beaucoup s'y reconnaîtront. Beaucoup d'enseignements se trouvent dans ce slam. Alors, nous allons maintenant passer à la rubrique culture générale avec la réponse aux questions. Comme d'habitude, la réponse aux questions du jeu concours passé. La découverte du ou de l'heureuse gagnant, au gagnant de ce jeu concours. Et enfin, nous allons maintenant reposer encore de nouvelles questions pour le jeu concours suivant. Donc, c'est pour vous dire que cette émission, au-delà d'être didactique, d'être pédagogique, elle se veut aussi interactive pour qu'il y ait un dialogue, il y ait des échanges entre nous et vous.
voilà, pour que on puisse se faire des partages de savoir, de connaissances et tout. Si vous avez des propositions ou bien des recommandations à faire, n'hésitez pas. C'est mes réseaux sociaux qui sont affichés à l'écran. Voilà, vous vous abonnez, vous m'écrivez. Voilà, je vais répondre dès que possible. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la réponse aux questions du jeu concours. La première question, c'était qui a inventé le laser? Qui et en quelle année a été inventé le laser? La deuxième question, c'était quelle est la vitesse de la lumière? Et la troisième question, c'était une question, une sorte de quiz avec vrai ou faux. On demandait à savoir, on disait que l'affirmation c'était dans un iceberg, la partie émergée est la plus grande. Vrai ou faux? Donc il fallait répondre par vrai, soit par faux. Voilà. Donc nous allons passer maintenant aux réponses. La première question, quand et par qui a été inventé le laser? La réponse est Theodore Maiman en 1960. Voilà. Donc le laser a été inventé par Theodore Maiman. J'espère que je prononce bien. En 1960. Alors, nous allons voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un laser. Un laser, ce qui signifie amplification de la lumière par émission stimulée de radiation, est un système photonique. Il s'agit d'un appareil qui produit un rayonnement lumineux spatialement et temporellement cohérent, reposant sur le processus d'émission stimulée. Voilà. Donc, descendant du maser, le laser, c'est d'abord appelé maser optique. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Une source laser associe un amplificateur optique à une cavité optique, encore appelé résonateur, généralement constitué de deux miroirs, dont un au moins est partiellement réfléchissant. C'est-à-dire qu'une partie de la lumière sort de la cavité et l'autre partie est réinjectée vers l'intérieur de la cavité laser. Avec certaines longues cavités, la lumière laser peut être extrêmement directionnelle. Ça veut dire que quand on était plus jeune, il y avait un jeu, une sorte de jeu pour enfants qu'on vendait à la boutique. C'était un type de laser comme ça, qui était alimenté avec des piles que suffisait de torcher et déjà à une cinquantaine de mètres, vous pouvez déjà voir le reflet du laser. Voilà, et les enfants s'amusaient à torcher un peu partout, voilà, et à faire un peu le sniper, voilà, en quelque sorte. C'était pour s'amuser. Et c'était très, très amusant à l'époque. Donc, les caractéristiques géométriques de cet ensemble imposent que le rayonnement plutôt émis soit d'une grande pureté spectrale, c'est-à-dire temporellement cohérent. Le spectre du rayonnement contient en effet un ensemble discret de raies très fines, à des longueurs d'onde définies par la cavité et le milieu amplificateur. La finesse de ces raies est cependant limitée par la stabilité de la cavité et par l'émission spontanée au sein de l'amplificateur. Voilà, donc c'est un bruit quantique en quelque sorte. Donc différentes techniques permettent d'obtenir une émission autour d'une seule longueur d'onde. Voilà. Et concernant Theodore Maiman, c'est en 1960 qu'il a découvert le laser, en 1960. Voilà, c'est un physicien américain. Voilà, il obtient pour la première fois une émission laser au moyen d'un cristal de rubis. Voilà. Un an plus tard, Ali Javan, il n'a pas été le seul à le faire, il a été le premier à mettre au point le dispositif, mais il a été aidé par beaucoup de scientifiques aussi qui étaient avec lui à l'époque. Voilà, donc il y a Ali Javan qui a mis au point un laser au gaz, hélium et néon. Puis en 1966, Peter Sorokin, voilà, il construit le premier laser à liquide. Et en mai 1960, Theodore Maiman, voilà, c'est lui qui a décrit le fonctionnement du premier laser à rubis. Voilà, donc depuis, le laser est devenu
un outil incontournable dans l'industrie, la médecine et notre vie quotidienne, mais aussi dans la recherche. Même si dans nos vies quotidiennes en Afrique, ici au Burkina, on ne voit pas trop l'importance du laser. Il faut savoir que c'est surtout dans certaines sciences, comme la médecine, comme dans l'industrie, voilà, que ce laser est beaucoup utilisé. Et en fin de compte, ça a finalement un impact sur nos vies parce que ce sont ces outils qui sont créés dans l'industrie que nous allons finalement utiliser. Et dans la médecine aussi, c'est ces outils qui vont nous permettre de pouvoir recouvrer la santé à travers beaucoup d'outils. Voilà, je crois même que le scanner et tout, c'est des outils, c'est le laser est utilisé dans ces outils-là pour pouvoir soigner les patients. Voilà, donc ça c'était la première question. La deuxième question, quelle est la vitesse de la lumière? Quelle est la vitesse de la lumière? Donc la vitesse de la lumière dans le vide est une constante physique universelle et invariant relativiste. Voilà, ça veut dire que il n'y a pas de chiffre entier, à vrai dire, pour définir la vitesse de la lumière. C'est un chiffre approximatif que l'on peut bien sûr arrondir. Voilà. Donc la valeur exacte de la vitesse de la lumière, c'est 299 millions 792 458 mètres par seconde que fait la lumière. Donc je reprends, c'est 299 millions 792 458 mètres par seconde. Donc ce qui fait environ 3 fois 108 mètres par seconde, donc 300 000 km par seconde. Donc la plupart du temps, on arrondit à 300 000 km par seconde. Donc cette vitesse est calculée selon la relativité restreinte. Voilà. Donc sa vitesse maximale peut atteindre toutes les formes de matière ou d'information dans l'univers. Donc l'histoire des mesures de la vitesse de la lumière ne compte pas moins de 12 méthodes. Il y a 12 méthodes qui permettent de calculer la vitesse de la lumière. Mais nous n'allons pas parler de toutes ces 12 méthodes, nous allons parler juste de quelques-unes. Donc, la première mesure, indépendante d'une autre mesure, elle est faite par Hippolyte Fizeau en 1849, en opérant entre Surennes et Montmartre avec un dispositif roue dentée. Donc il trouve 315 000 km/s, donc majoré avec une erreur seulement de 5%. C'est un résultat déjà impressionnant pour l'époque parce que l'instrumentalisation construite par Gustave Froment s'était fait avec une roue comprenant 720 dents usinées au centième de millimètre près. Voilà. Donc c'était avec des moyens très vétustes à l'époque que voilà, ces chercheurs-là ont réussi à trouver quelle est la vitesse exacte de la lumière. Voilà. Donc après, il y a eu un nouveau progrès qui a été fait par Léon Foucault avec un dispositif à miroir tournant qui lui a permis d'opérer sans sortir du laboratoire. Donc en 1850, il montre que la lumière se déplace moins vite dans l'eau, en accord avec la théorie des ondulations. Voilà. Donc c'est à l'Observatoire de Paris en septembre 1862 qu'il a trouvé pour lui il a trouvé la valeur de 298 000 km par seconde que faisait la lumière. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur ce point. Mais retenez que la lumière fait 300 000 km par seconde. Parce que approximativement, tous les chercheurs ont trouvé entre 298 000 et 315 000 km. Donc, on peut dire que la marge d'erreur, si on va calculer la marge d'erreur, tous vont s'accorder voilà, sur environ 300 000 km par seconde, ce qui est sûr. Et la troisième question, c'était de savoir s'il est vrai ou faux que la partie émergée de l'iceberg est la plus grande. La partie émergée d'un iceberg est la plus grande. Vrai ou faux? Alors la réponse ici, c'était faux.
Voilà. Faux pourquoi? Parce qu'un iceberg est un bloc de glace d'eau douce décrivant sur un plan d'eau. Un iceberg, c'est un grand rocher fait de glace dans l'eau. Voilà. Donc, généralement, dans la mer. Voilà. Souvent aussi, on peut trouver des icebergs dans les lacs. Donc, tels des blocs, souvent de masse considérable, se détachant du fond des glaciers ou d'une barrière de glace flottante. 90% du volume d'un iceberg est situé sous la surface de l'eau et il est difficile de déterminer la forme qu'adopte cette partie à partir de celle qui flotte au-dessus de la mer. Ça veut dire que vous pouvez voir un tout petit bout de glace en haut sur la mer, mais ce qui se trouve en bas, c'est carrément autre chose. Voilà, nous connaissons l'histoire du tout premier Titanic. Comment ça s'est passé? C'est un iceberg qui l'a fait couler. Donc, c'est difficile. Vous le voyez de loin, vous vous dites que c'est juste un petit morceau de glace, mais en bas, c'est vraiment énorme, c'est gigantesque. Voilà. Donc, nous disions que il est difficile de déterminer la forme qu'adopte la partie immergée que celle à partir de celle qui flotte au-dessus. Voilà. Donc, il y a une expression qui dit que partie émergée de l'iceberg ou la pointe de l'iceberg. Voilà, ce qui signifie qu'un phénomène ou un objet ne sont souvent que la partie minime ou superficielle d'un ensemble plus vaste qui se dérobe à la vue. Quand dans une situation, vous voyez une situation qui vous déplore, peut-être quelqu'un qui est dans une situation difficile, qui est dans une situation controversée, la personne peut vous dire ce n'est que le bout de l'iceberg. Ce que tu vois, ce n'est que le bout de l'iceberg. C'est une expression pour dire que ce que tu vois comme situation que la personne vit, c'est vraiment rien par rapport à ce qui est réel. C'est vraiment plus grave. Je peux aussi employer cette expression tout de suite par rapport à l'émission pour dire que ce que vous voyez au niveau de vos écrans, ce n'est que le bout de l'iceberg d'un travail qui est fait par toute une équipe, voilà, qui est derrière pour que vous puissiez profiter de cette émission. Donc ça dénote de l'énormité du travail qui est fait en arrière-plan et qui n'a rien à voir avec ce que on peut voir à l'écran, qui est juste quelqu'un qui est en train de parler. Il y a beaucoup de choses derrière. Voilà. Donc, pour un grand iceberg tabulaire, dont la hauteur apparente hors de l'eau est de 35 à 40 mètres, la partie immergée peut descendre jusqu'à 300 mètres sous le niveau de la mer. Vous voyez comment c'est la différence est très flagrante. Très flagrante. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est la fin pour cette partie de culture générale. J'espère que vous avez beaucoup appris. Je le rappelle encore, c'est une émission interactive. Vous pouvez réagir comme vous voulez à partir des réseaux sociaux qui sont là, à partir du contact WhatsApp. N'hésitez pas à nous appeler, à nous faire signe. N'hésitez pas à écrire. Voilà, et à vous abonner. Les émissions sont publiées régulièrement sur ces plateformes-là. Juste après que la prochaine édition sorte, je publie régulièrement les émissions pour que vous puissiez les suivre, que vous puissiez à tout moment aussi apprendre. Elles seront aussi publiées sur YouTube d'ici là. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, nous allons maintenant dévoiler la personne qui a eu à réussir le jeu concours de la dernière fois, qui a pu répondre à toutes ces questions-là. Voilà. Donc, la première personne à réussir à trouver les bonnes réponses à ces 3 questions s'appelle Zanré Djadjim Aruna. Zanré Djadjim Aruna, qui nous suivait depuis Tangendasouri. Alors, félicitations à toi, cher ami. Merci beaucoup pour la participation. Merci pour cet effort de recherche. Et vraiment, nous te souhaitons bonne suite dans cette recherche perpétuelle de la connaissance qui va certainement te servir dans tes activités futures, dans tes projets. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant poser les questions pour le prochain jeu concours. J'espère que vous allez être nombreux encore à y participer, comme chaque fois. Et voilà. Et nous y allons. La première question pour ce jeu concours, c'est où la peau d'un être humain est-elle la plus épaisse? Où la peau d'un être humain est-elle la plus épaisse? La première question. Ça, c'était la première question. Où la peau d'un être humain est-elle la plus épaisse? Quelle partie de l'être humain possède la peau la plus épaisse?
Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce que le Quetzal? Qu'est-ce que le Quetzal? Le Quetzal, je vais épeler Quetzal, c'est Q-U-E-T-Z-A-L. Qu'est-ce que le Quetzal? Qu'est-ce que le Quetzal? Q-U-E-T-Z-A-L. Troisième question, quel est le plus long dinosaure connu à ce jour? Troisième question, quel est le plus long dinosaure connu à ce jour? Voilà, donc participez massivement, nous attendons vos réponses. Voilà, et la première personne à trouver les bonnes réponses pour toutes ces trois questions recevra la même dédicace, ce même honneur que nous venons de faire à notre cher ami Zanré Djadjin Aruna qui nous suivait depuis Tangen Dassouri. Vraiment, félicitations à toi. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission qui est la partie œuvre du jour, juste après ce jingle. Vous êtes à votre émission Lecture et Culture, votre émission 100% didactique sur TVZ Africa. Nous sommes très heureux toujours de vous avoir, voilà, très nombreux à nous suivre pour apprendre avec nous, pour découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses. D'accord, donc nous sommes à notre rubrique œuvre du jour. Aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre littéraire excellente du professeur Bernard B. Dadier, qui est Monsieur Togoyini. Alors, l'œuvre de Bernard B. Dadier intitulée Monsieur Togoyini, c'est-à-dire Togoyini, c'est Anjula, ça veut dire chercheur de nom, quelqu'un qui se vante, qui se la pète, qui aime faire le malin. Voilà. Donc, cette œuvre est une œuvre théâtrale qui nous relate l'histoire de Togoyini à l'époque coloniale. Ce dernier était le porte-canne du roi. Il a exploité son peuple et s'est retrouvé en prison à cause de son injustice. Donc, cette œuvre met sur scène 2 femmes et 16 hommes. L'œuvre comporte 115 pages divisées en 6 tableaux, c'est-à-dire 6 chapitres. Il est édité par l'édition Présence africaine en 1770. L'auteur utilise la satire pour dénoncer la colonisation, l'humour pour chercher à ridiculiser le héros par son nom, et les agissements et l'ironie pour les traitements des Blancs. Alors, qui est Bernard B. Dadier? Bernard Bilin Dadier, ou Bernard Abou Kofi Bilin Dadier à l'état civil, est un écrivain, académicien et homme politique ivoirien, né à Assini, au sud de la Côte d'Ivoire, le 10 janvier 1916 et mort le 9 mars 2009. Fils de Gabriel Dadier, compagnon de lutte du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, Bernard Bilin Dadier est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier, figure de proue de la littérature ivoirienne, est l'auteur d'une œuvre véritablement prolifique qui aborde tous les genres littéraires. Et la poésie, les romans, le théâtre, les chroniques, les contes traditionnels, le plus significatif étant le théâtre. Voilà. Donc, après des études à l'école normale William Pointy de Gorée, il travaille pendant 10 ans à l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar. En 1947, il retourne dans son pays et milite au sein du RDA, Rassemblement démocratique africain. Les troubles de février 1949 le conduisent en prison pour 16 mois, où il tient un journal qui ne sera publié qu'en 1981. C'est-à-dire, le journal s'est intitulé Carnet de prison. Pour ceux qui peuvent le chercher et le lire, ce serait vraiment très très bénéfique pour vous. À l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il exerce
tour à tour les fonctions de chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de directeur des affaires culturelles, d'inspecteur général des arts et des lettres, et en 1977, il devient ministre de la Culture et de l'Information. En 1965, il obtient le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour patron de New York et le prix UNESCO UNAM en 2016 pour son action en faveur de la culture africaine. Le Grand Prix des mécènes de l'édition 2016 des Grands Prix des associations littéraires lui a été également décerné le 9 mars 2017 à Yaoundé, au Cameroun, en hommage à toute son œuvre bibliographique. Bernard B. Dadier est reconnu pour ses écrits et ses efforts de défendre la culture africaine. Il a grandi sous l'influence française et les effets de la colonisation sont un thème principal dans ses écrits. Aujourd'hui, Dadier est considéré comme une des figures les plus importantes d'Afrique et l'un des écrivains ivoiriens les plus importants, sinon même le plus important. Donc, nous allons maintenant parler de l'œuvre M. Togoyeni. Dans cette œuvre, de quoi est-il question exactement? Donc, au milieu du 19e siècle, un traitant blanc et son acolyte débarquent sur l'une des côtes occidentales afin d'établir des liens commerciaux avec les autochtones. Togoyeni, qui est le porte-canne du roi, devient leur auxiliaire et s'enrichit grâce aux liens commerciaux qu'il réussit à tisser pour son propre compte personnel avec l'Europe. Un matin, Nzekou, un petit planteur, pénètre chez Togoyeni. Il vient réclamer une dette de 20 fûts d'huile de palme. Dans un premier temps, Togoyeni feint l'oubli, mais une fois la reconnaissance de dette arrachée puis déchirée, il reconnaît les faits. Nzekou devient alors menaçant et Togoyeni appelle ses serviteurs à son secours. Nzekou est arrêté. Le jour du procès de Nzekou, on aperçoit très vite que la plupart des témoins ont été menacés ou corrompus par Togoyeni. Nzekou, qui est finalement reconnu non coupable, est relaxé et Togoyeni écroué à sa place. Un retournement de situation total. Voilà. Donc, vous voyez un peu le contenu du roman. C'est vraiment très très intéressant à découvrir et à déguster sans modération. Donc, il y a des thèmes très très intéressants qui sont abordés dans ce roman, comme les thèmes de l'exploitation. Par exemple, vous voyez que la recherche de M. Togoyeni provenait de l'exploitation des paysans. Il exploitait aussi le pouvoir du roi qui lui permettait de s'imposer dans la société. Il y a aussi le pouvoir qui est décrit dans ce roman. M. Togoyeni, étant le porte-parole, le porte-canne du roi, auxiliaire entre les Blancs et le peuple, il occupait une place importante dans la société car il détenait le monopole de toutes les activités. Voilà, donc il était vraiment puissant. On pouvait voir vraiment à quel point, par ses actions, par sa manière de se vanter, de faire le malin, comment son pouvoir se manifestait. Voilà. Il y a aussi l'injustice aussi qui est très décriée. Voilà, parce que l'injustice est le premier caractère de M. Togoyeni. Il s'était approprié les meilleures terres ainsi que les rivières les plus poissonneuses. Voilà, on peut voir ça dans la page 39. Voilà, et il a fait emprisonner injustement Nzekou. Donc, on voit à quel point l'injustice était présente au moment de la colonisation. Quand certains frères gagnaient l'affection des Blancs. Voilà. Donc, il y a aussi l'individualisme qui s'installait beaucoup. On voit aussi l'individualisme qui est très, très décrit, qui est bien décrit dans le roman. À l'arrivée des Blancs et l'introduction des nouvelles cultures, ça a bouleversé la vie des populations d'Allman River, parce que ça se passait dans une localité qu'on appelait Allman River. Voilà. Maintenant, on ne sait pas exactement pourquoi l'auteur du roman a choisi d'appeler ce lieu comme ça. Ça, c'est peut-être à chercher. Vous pouvez le chercher et puis m'en faire part dès que vous aurez trouvé. Voilà. Donc,
En ce moment, chacun devait planter ses palmiers afin de subvenir à ses propres besoins. Donc, vous voyez que l'individualisme s'installait de plus en plus. Voilà, donc ainsi nous avons une nouvelle devise qui s'est créée, chacun pour soi, Dieu pour tous, que l'on peut lire à la page 42. Donc c'était vraiment l'installation pure et dure de l'individualisme à l'époque, et nous voyons où est-ce que nous en sommes actuellement, c'est là où ça nous a amené. Donc en résumé, on peut dire que cette œuvre théâtrale de Bernard Dadier nous montre comment la colonisation a rendu certains hommes malhonnêtes et méchants. Voilà, tellement cupide, tellement injuste. Voilà, et cela a affecté beaucoup la vie de la population d'Old Man River. Nous pouvons dire aussi que cette colonisation a troublé la vie paisible de cette population. Voilà, ça on peut faire aussi une transposition par rapport au roman aussi à notre vie réelle qui est là, ce que la colonisation a apporté, et ce que la colonisation a changé dans nos us, dans nos coutumes, dans notre vie de tous les jours, dans notre manière, nos interactions les uns envers les autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui demeurent quand même, le respect, la considération. Nous avons honte de certaines choses, de certains sujets, de certaines situations, mais beaucoup de choses aussi ont changé. Donc c'est aussi une réflexion aussi que ça nous demande à faire. Voilà pourquoi ce roman est vraiment, cette œuvre théâtrale est vraiment une œuvre à lire absolument, à découvrir, parce que ça va nous permettre de pouvoir replonger à cette époque coloniale là, apprendre beaucoup de choses. Et ainsi ça va nous permettre aussi de pouvoir, par rapport à ça, tracer notre futur commun. Voilà, donc nous sommes au terme de la découverte de cette œuvre littéraire que je vous recommande fortement. Avant de clore cette émission, je vais rappeler les questions de culture générale auxquelles vous devez répondre pour pouvoir obtenir cette dédicace de notre part. Voilà, donc ces questions sont les suivantes. Donc la première question, c'était: où la peau d'un être humain est-elle la plus épaisse? Quelle est la partie de l'être humain où sa peau est la plus épaisse? C'est une reformulation. Où la peau d'un être humain est-elle la plus épaisse? Ça, c'était la première question. La deuxième question: qu'est-ce que le Quetzal? L'orthographe de Quetzal. Q-U-E-T-Z-A-L. Qu'est-ce que le Quetzal? La troisième question: quel est le plus long dinosaure connu à ce jour? Quel est le plus long dinosaure connu à ce jour? Alors, nous attendons vos réponses. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à y participer. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux qui sont affichés et à nous envoyer vos réponses. Les réponses, votre photo, votre localisation, votre profession, pour que nous puissions vous faire la dédicace de la meilleure manière qui soit. Voilà, si vous remportez ce jeu concours. Alors, merci beaucoup à vous. Passez une excellente suite dans vos activités, dans vos programmes, et à la prochaine. Merci.